L'arrivée de bébé chamboule. Malgré l'immense bonheur d'accueillir ce petit être, on ne se sent pas toujours prêt. On veut être parfait, on dort peu, l'organisation est bancale. On aimerait tellement avoir le mode d'emploi et avoir le soutien des professionnels. Dans cette 3e saison d'Ex-Utéro, signée vous par Massif, le micro s'invite dans des moments de découverte et de questionnement de la période postpartum. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette table ronde organisée par la Massif. Alors avant toute chose... Nous sommes à Lille, un soir de printemps. Une table ronde avec 4 experts parentalité. Face à eux des parents, parfois dans le doute. Dans ce micro-trottoir, ces futurs et jeunes parents font part de leurs interrogations et les experts leur répondent. Maxime. Aurélie. Et nous, c'est notre première pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée. Et donc, on s'est plutôt concentré jusqu'à maintenant sur la grossesse. Et donc, on voulait un peu se renseigner sur les 1000 premiers jours, notamment. Ça va être une découverte et je pense après le stress, forcément, il y en aura parce que comme on est dans l'inconnu, il y aura forcément un peu de stress au début, mais on n'est pas assez à préparer. À l'après, je parle plus au niveau de la maman, au niveau émotionnel. J'ai entendu un peu qu'on peut être en dépression ou avoir le baby blues, mais du coup, ces choses-là, on les a pas forcément. Peut-être des personnes autour de nous aussi l'ont vécu et on n'a pas toujours les informations. Il y a beaucoup de questions liées au stress, parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Nos enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils vivent dans un monde qui a profondément changé, avec beaucoup d'isolement. Nathalie Casso-Vicarini, membre de la commission des 1000 premiers jours, fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance et co-auteure de Là où tout commence, les premiers 1000 jours. Ce que les professionnels observent chez les parents, c'est que de plus en plus d'isolement, qui a été terriblement accentué par le huis clos de la crise du Covid, avec des familles qui se sont beaucoup déchirées, beaucoup plus de familles monoparentales. Or, pour accompagner un bébé, c'est important de ne pas être seul. Boris Cyrulnik dit toujours 6 à 8 personnes, tiers de confiance, autour d'une maman pour accompagner, pour déjà sécuriser la maman qui sécurise à son tour son bébé. C'est très, très important. Donc la solitude, l'isolement a été considérablement aggravé. Et puis des connaissances qui aujourd'hui sont très disséminées. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de tout et n'importe quoi sur Internet. Peu de ressources fiables basées sur la science à jour. Et ça, c'est ce dont les parents ont besoin de partager avec les professionnels pour se saisir de ces connaissances et de bâtir une confiance, un pouvoir d'agir dans la durée, parce que le professionnel n'est pas toujours là. Et le parent, il sait il a besoin d'être entouré, et 2, il a besoin de ressources fiables, de connaissances fiables sur le développement de son bébé pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins. Et puis, il y a le trop-plein d'informations qui va épuiser le parent. Jean-Louis Nandrino, professeur de psychologie à l'Université de Lille. Donc, on a pas mal d'études aujourd'hui aussi qui montrent qu'on assiste à un burn-out dû à un excès de perfectionnisme chez le parent. Donc, beaucoup d'informations, la représentation d'un idéal parental qui va les conduire à un épuisement progressif parce qu'ils sont à la recherche permanente de la bonne attitude avec leur enfant. Donc, on a une partie des parents qui sont à risque d'épuisement du fait de ce trop-plein d'informations. La première idée qui vient naturellement, c'est là encore d'informer qu'on va faire du mieux qu'on peut en fonction du contexte dans lequel on est. Et donc, je prends un exemple souvent simple, c'est j'ai pas prévu de perdre un être cher, de perdre mon boulot, d'être dans une situation stressante de la vie de tous les jours, et que ça va forcément impacter mes capacités. Et donc, je vais devoir faire avec ça, et je vais faire du mieux que je peux dans le contexte dans lequel je suis. Donc, c'est aussi rassurer sur le fait que je peux pas être performant en permanence. Et l'autre idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur aussi le groupe autour. Alors, quand on a une famille, quand on a un conjoint, quand on a des soutiens, c'est important. Et quand on est plus isolé, ce sera aussi d'aller rechercher du soutien parce que la tâche seule est difficile. Et quand on a un niveau d'exigence important, eh bien, le risque de finir épuisé est d'autant plus important. Autre problème évoqué par beaucoup de parents, la charge mentale. Oui, la charge mentale, c'est plutôt se dire qu'est-ce que je peux faire pour aider parce que maman s'en occupe beaucoup la journée actuellement parce que il a que 5 semaines et qu'est-ce que je peux faire en rentrant pour aider, pour faciliter la journée.
Ils ont peur de ne pas être des bons parents. Natacha Goubet, consultante spécialisée en accompagnement à la parentalité et doctorante en santé publique sur la thématique de l'efficacité de la prévention précoce dans les 1000 premiers jours. Ils ont la sensation que la société leur envoie l'injonction d'être des bons parents, voire des parents parfaits. Et surtout les femmes, elles ont l'impression qu'elles doivent être bonnes sur tous les fronts. Elles doivent être de bonnes mères, elles doivent être de bonnes épouses, elles doivent être de bonnes professionnelles, de bonnes cuisinières. Elles doivent être... Les femmes ont cette sensation souvent de devoir être au top sur tous les fronts et elles ne se laissent pas ou peu le droit à l'erreur ou même tout simplement le fait de demander à l'aide, c'est vécu comme quelque chose de compliqué. Alors, il y a l'entretien prénatal précoce pendant la grossesse qui permet de vraiment dépister ces choses-là et puis de se dire, bon là on est sur une maman qui est une working girl et puis qui va se mettre trop la pression, il faut l'aider, on va devoir la suivre de près, mais je pense que là la difficulté c'est comme on a la sensation qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'on doit être bon partout, on a un petit peu de scrupule à demander de l'aide et quand on demande de l'aide, souvent c'est un petit peu trop tard. On est sur des situations qui sont déjà un petit peu pathologiques et donc l'accompagnement il est plus long et plus compliqué. Moi j'ai envie de dire aux parents, faites-vous confiance. Tout le monde peut être parent. Et puis, de toute façon, on fera tous des erreurs et jusqu'au bout. Mais faites-vous confiance. Et c'est de l'humilité, vraiment, que de savoir demander de l'aide. Ce n'est pas de la faiblesse. Cédric Rostin, auteur du livre « Tu vas être papa » et créateur du podcast Papatriarcat. En ce moment, donc, ma compagne et moi, c'est postpartum. Du coup, moi, je suis extrêmement dans le soutien. Elle est extrêmement dans son rôle de mère, d'accompagnante de bébé et un peu aussi de notre premier enfant. Et en fait, si tu veux, je me retrouve, je te le dis tel quel, hein, en mode, ok, donc moi, je prends soin de tout le monde, ma compagne n'a pas la ressource pour qu'on ait ce soutien réciproque, qui prend soin de moi. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai exprimé sur les réseaux que moi, j'avais pris rendez-vous chez la psy. Parce que je sais, tu vois, je sais comment réagir quand je vois ma santé mentale qui est fragilisée. Si toi, demain, tu commences à avoir mal au dos, tu vas dire, il va peut-être falloir que j'aille voir un kiné. Tu vas pas attendre de te péter le dos. J'espère pas. Tu vois, je sens que ma santé mentale, alors, j'ai des amis et tout, mais tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil et puis, il faut quelqu'un de compétent pour accueillir la parole. Donc, en fait, il faut en parler. Il faut normaliser. Il y a plein de sujets comme ça dont il faut oser parler. Et c'est en montrant que c'est normal d'en parler que les gens vont se dire, mais en fait, ça m'arrive aussi. Tout va bien, tu vois. Et puis, ce qui revient sans cesse, c'est comment gérer les émotions. Bonjour, Pauline. Nous, on est parents d'un petit garçon et on n'a pas envie de l'élever dans une vision un peu tu dois pas pleurer, tu dois pas faire ci, ça. Et du coup, de se dire comment aussi appréhender ce vaste sujet qui... les enfants, après, quand ils grandissent, sont submergés par leurs émotions. Ça crée des tempêtes émotionnelles et savoir aussi d'avoir des clés pour mieux les gérer, mieux les accompagner parce que c'est une bonne gestion des émotions et aussi ça aide après, quand ils sont plus grands, je pense, dans un avenir et tout ça. Les émotions et les compétences émotionnelles, ça s'apprend. J'ai l'impression parfois qu'on oublie que ces compétences-là vont se construire. Et que les compétences sociales que je vais avoir chez mon enfant, mon adolescent ou le futur adulte que je vais devenir a besoin de ces apprentissages précoces. Et que la qualité de ces apprentissages précoces vont donner un adulte adapté et sans doute heureux. Je pense qu'on a deux façons d'éduquer. Il y a à la fois de donner de l'information au plus large public pour penser que le soin donné à l'enfant est important, et dès les premières minutes. Et donc, je pense qu'il y a à éduquer que le bébé a des besoins, qu'il est en apprentissage, qu'il est en train de développer des compétences. Et donc, l'ado que j'ai, les problèmes que j'ai avec l'ado, ou les problèmes que j'ai adulte, sont bien inscrits dans une trajectoire de développement. Alors, il y a des jolies études qui montrent très clairement des études longitudinales, donc ils vont suivre les interactions précoces mère-bébé et voir comment ces interactions pèsent sur les capacités sociales, les compétences émotionnelles de l'enfant, de l'ado. On mène des études longitudinales là, pour voir comment cette synchronisation avec le parent a des effets sur la capacité empathique, par exemple, de l'adolescent. Alors on l'a compris, être bien entouré, c'est important. Mais le défi générationnel reste entier. Il y a un gros gouffre de génération. Moi, je vois, on en a discuté avec nos parents.
Et là, ils m'ont rassuré ce soir parce qu'ils nous disent aussi que justement, il ne faut pas forcément écouter les parents, les cousins, etc. Mais on a eu des cas où je pense à ma mère elle a 62 ans maintenant, qui a voulu absolument me donner un livre de la maternité de quand je suis né, il y a 33 ans. Et en fait, j'ai beau lui dire, maman, c'est plus d'actualité, les règles ont changé, on a évolué. Mais non, il faut, regarde, t'es vivant, donc il faut exactement faire comme je te dis. En fait, il y a des choses qu'il faut vraiment prendre le temps de décortiquer. Il y a notamment les travaux de Laure Verker, qui avait fait sa thèse de doctorat sur les nouveaux pères, que j'ai interviewé dans mon podcast du coup. C'est intéressant de voir le phénomène, c'est-à-dire que il y a des pères, en effet, il y a une génération de pères qui veulent vraiment plus s'investir, qui veulent plus de temps avec l'enfant. On le voit d'ailleurs très bien dans les derniers rapports de l'adresse sur l'évolution du congé paternité, puisque chez les 15-34 ans, on est à plus de 67% pour que le congé paternité continue d'évoluer, donc ça c'est vraiment important. C'est après que ça coince un peu, notamment passé 55 ans, tout le monde dit non, on s'en fout. Donc il y a un vrai sujet de génération, et ces pères-là, en effet, osent aussi exprimer leurs difficultés. Et c'est hyper intéressant d'observer ça. C'est hyper intéressant que les pères évoquent ça, osent l'évoquer, parce qu'en plus, dans le sujet de la masculinité, se montrer vulnérable, c'est pas toujours évident. Maintenant, je pense qu'il est important que les pères aient cet espace de parole. Il faut juste qu'on soit attentif et attentive au fait que ça n'occulte pas la parole des mères qui, elles, sont en souffrance et sont au fond de la souffrance, sont en souffrance en premier plan. L'arrivée du deuxième enfant est également un enjeu dans la gestion de la famille agrandie. Alors, je m'appelle Amel, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Une petite fille de 4 ans et demi et un petit garçon de 8 mois. C'est un peu différent parce que c'est vrai que le deuxième, on a l'expérience du premier, donc c'est toujours un peu rassurant. On pense toujours que ça sera peut-être plus simple. Alors on est moins stressé, mais on a toujours des difficultés parce que c'est toujours différent et on voit des choses différentes arriver. Voilà. Typiquement, moi, ma fille, c'est une anecdote que je raconte encore il n'y a pas très longtemps. Elle n'avait jamais pris d'antibiotiques jusqu'à je ne sais pas ce quel âge. Mon fils, il a 8 mois et a eu des périodes très compliquées, que des médicaments. Donc c'est est-ce qu'on fait bien, attention, est-ce qu'on n'en donne pas trop, est-ce que... En fait, dès qu'il y a une nouvelle situation qu'on n'avait pas rencontrée lors du premier, on se pose plus de questions. Devenir parent, comme je vous dis, il n'y a pas de formation pour devenir parent. On devient parent en 20 minutes parce qu'on s'aime très très fort et puis ça y est, on y est quoi. Donc on apprend un peu sur le tas, on continue pendant la grossesse, on va dire notre vie de couple normale, avec les frères et sœurs s'il y en a déjà. Et puis on va du jour au lendemain accueillir un nouveau membre dans la famille qui va bouleverser un équilibre qui s'est mis en place pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc il faut se retrouver en tant que femme, en tant que mère, il faut se retrouver en tant que conjoint, coparents. Il faut retrouver une relation conjugale quand on en a une, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes aussi qui sont seules et qui peuvent compter que sur elles-mêmes. Et puis, il faut faire de la place à ce nouveau petit bout dans une fratrie où il y a déjà des frères et sœurs. Donc, la parentalité du deuxième ou du troisième, ce n'est pas la même parentalité que le premier. Le premier, j'ai un coup de barre, je peux dormir en même temps que mon bébé. Écoutez l'intégralité de la conférence sur le site massif.fr et retrouvez tous les épisodes de Ex Utero sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur le site vousparmassif.massif.fr.